Et comme promis donc, comment relancer les économies africaines? Quel soutien financier aussi mettre en place pour un continent durement touché par la crise sanitaire? Et que faire de la dette des pays africains? Autant de problématiques au cœur du sommet qui se déroule demain à Paris. On y consacre dès ce soir une page spéciale avec notre envoyé spécial, Dominique Chimbakala, Tidjane Thiam, ex-patron du Crédit Suisse, de retour aux affaires avec sa nouvelle société d'acquisition à vocation spécifique, la SPAC. Il a contribué à la préparation de ce sommet. Et puis Rémi Rioux, directeur général de l'AFD, l'Agence française de développement, qui a pour mission, on le rappelle, de financer et d'accompagner le développement des pays du Sud et des Outre-mer français. Dominique, on commence avec vous. Comment ça va se passer et qui participe au juste à ce sommet? Bonjour Mohamed, alors demain il y aura vraiment du beau monde, On attend une quinzaine de dirigeants africains, un chef d'État, le Sénégalais Macky Sall par exemple, le président ivoirien Alassane Ouattara. Il y aura également le président du Nigeria ou du Ghana, le président du Nigeria Mohamed Bouhari, première économie du continent, le Nigeria. Il y aura aussi par exemple Félix Tshisekedi, président de la République de la RDC, premier pays francophone au monde, et président également en exercice de l'Union africaine. Et puis il y aura aussi, bien sûr, tous les bailleurs de fonds internationaux, les principales institutions, les principaux représentants des institutions financières internationales, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Il y aura également la Société financière internationale, qui est la filiale de la Banque mondiale qui s'occupe de soutenir le secteur privé. Alors l'idée de cette conférence, c'est de penser, c'est de réfléchir à un New Deal, une nouvelle donne, un partenariat économique gagnant-gagnant, si vous voulez, entre l'Afrique et le reste du monde, pour qu'aucune économie, finalement, ne reste sur le bord du chemin après cette pandémie de Covid-19. Et donc, demain, il sera essentiellement, en tout cas, notamment, question de la dette africaine, comment traiter cette dette africaine, comment est-ce qu'on la règle, qu'est-ce qu'on en fait. Et ce sera donc demain pour le sommet sur le financement des économies africaines. Et je vous y retrouverai dès demain matin en direct de Paris. Et oui, en attendant, Dominique, merci à vous. En attendant, deux invités que je salue. Bienvenue à tous les deux, Tidjane Thiam, Rémi Rioux, deux acteurs éminents de ce sommet. Tidjane Thiam, vous faites partie du quatuor de haut niveau mis en place par l'Union africaine pour contrer justement les conséquences de la crise sanitaire. Selon vous, pour commencer, quel est l'impact de cette pandémie sur les économies des pays africains ? Et merci de me recevoir et puis de la place que vous faites ce soir à l'Afrique. Je salue mon ami Rémi qui est ici. Écoutez, l'impact de la crise a été sévère à différents niveaux. Sur le plan économique, bien sûr, avec une réduction des recettes d'exportation, réduction des prix des matières premières, réduction des remises de fonds des émigrés qui sont importantes dans beaucoup de pays, mais aussi sur le plan de la santé, où, je dirais, malgré tout, on a eu un certain nombre de décès à regretter. Mais la situation est quand même moins dramatique que dans d'autres pays. Il y a une résilience? Il n'y a pas eu d'effondrement? Il n'y a pas eu d'effondrement, mais maintenant, surtout, la solution à tout ça, on le sait bien, c'est le vaccin. Donc maintenant, la bataille, c'est vraiment d'arriver à vacciner les populations, parce que les gestes de précaution, les mesures de précaution sont utiles et nécessaires, mais c'est le vaccin qui est la vraie réponse au Covid. Rémi Rioux, pour la première fois depuis 25 ans, les économies africaines sont entrées en récession en 2020. Est-ce inquiétant selon vous? Ce dont on doit s'inquiéter, c'est d'un Covid long. C'est-à-dire, il y a eu une récession de 2% à peu près en 2020. Donc vous avez raison, c'était la première fois depuis 30 ans et le très beau chemin de croissance fait par le continent sur cette durée. On estime à 3,5 le rebond en 2021, avec beaucoup d'incertitudes, mais c'est beaucoup moins que les 6% qui sont attendus de l'économie mondiale. Donc vous voyez, à la fois sur le plan sanitaire, la Covid est là, peut-être, et les gouvernements africains ont été très performant, mais elle est quand même là et les variants inquiètent. Et puis sur le plan économique, ce que disait Tidjane est tout à fait vrai, il risque d'y avoir des phénomènes de long terme. Donc il faut absolument relancer et mobiliser beaucoup plus de ressources, presque que dans d'autres régions du monde. On le fait dans les autres régions du monde, moins en Afrique, c'est l'objet du sommet. Alors prenons le Nigeria qu'évoquait Dominique Chimbakala, premier pays d'Afrique par sa population, plus de 200 millions d'habitants, moins 4,3%. Voilà comment s'est rétractée la croissance de ce pays d'Afrique de l'Ouest, pays anglophone, forte inflation. Que peut ce sommet pour le Nigeria, par exemple? Le recul est sévère. Ce qu'il faut faire à moyen terme, c'est rendre nos économies plus résilientes. Parce que les chocs arrivent, mais il faut vraiment que les économies puissent
puissent mieux résister. Une partie de ça, bien entendu, passe par le traitement de la dette, parce qu'une des choses qui étrangle les États, c'est d'avoir, face à un trou d'air, la nécessité de mobiliser des ressources importantes pour continuer à faire le service de la dette. Mais à moyen terme, et c'est un peu un des sujets de demain, la réponse, c'est le secteur privé. Il n'y a que le secteur privé, il n'y a que les entreprises qui peuvent créer les emplois pour la jeunesse africaine, compte tenu de la démographie du continent. Qui dit secteur privé dit petite et moyenne entreprise. Dites-moi si je me trompe, messieurs, 90% du tissu économique en Afrique. Absolument. Eh bien justement, on a voulu vous montrer un exemple. C'est à Goma, au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Une PME donc qui doit faire face bien évidemment à cette crise sanitaire. Reportage signé Amani Alimassi Joseph et Grégory Fontana. Sieli s'est fait un nom dans le quartier de Katindo. Ce n'est pas comme garagiste, mais bien parce qu'il a eu l'idée, il y a 3 ans, de récupérer pneus et bouteilles en plastique que l'on trouve à foison dans les rues de Goma pour en faire des meubles recyclés pour mieux contribuer à la protection de l'environnement. Une solution d'avenir jusqu'à l'arrivée de la crise sanitaire. Actuellement, ce que nous faisons, il n'y a pas une très grande production. Parce que plusieurs commandes qu'on recevait à partir de l'extérieur du pays, il y a les frontières qui sont fermées, il y a d'autres villes qui sont confinées. Et voilà pourquoi on n'a pas assez de commandes et pourquoi on avait réduit l'effectif dans le cadre de réduire les charges. Coupé de sa clientèle étrangère, mais aussi locale, son activité a été réduite de moitié en quelques mois. Et il ne reste plus que 4 salariés sur les 15 de départ. En attendant des jours meilleurs, il n'a pas d'autre choix que de s'adresser aux banques locales. Nous avons été obligés de prendre un crédit. On a contracté un emprunt au sein d'une banque. C'était à la hauteur de $8 000 que nous avons pris. Ça nous a aidé à couvrir au moins certaines charges. Et depuis, sauver sa société est devenu une préoccupation quotidienne. Alors quand il apprend qu'à plus de 7000 km de Goma s'organise à Paris un sommet sur la relance de l'économie africaine, la tentation est grande d'interpeller ses principaux acteurs. Nous aimerions contribuer à lever le fonds pour l'entreprise. Ça veut dire si on peut avoir des gens qui peuvent, en termes d'investisseurs, qui peuvent soutenir ou bien appuyer les réalisations que nous faisons, ça sera une très bonne chose. Covid ou pas, son objectif n'a pas changé, faire de sa société un modèle dans le domaine du recyclage des déchets, tant sur le plan national qu'international. Tidjane Thiam, une réaction? Fantastique. Pour moi, c'est vraiment voir ça, c'est fantastique. Il y a tellement de créativité en Afrique. Je suis très heureux, je lui parlais cet après-midi, qu'on ait un intervenant au sommet demain qui s'appelle Shola Adinolake, qui est nigérian, qui a une réussite extraordinaire. Il m'expliquait qu'il vient d'ouvrir en Afrique du Sud, il est en train de s'installer au Rwanda, il est en train de développer son entreprise, qui a malheureusement été rachetée, par un groupe américain, parce que l'opportunité a été vue d'un groupe qui est en Californie. Donc mon message sur tout ça, c'est que on le sait très bien, le talent est uniformément réparti. Il y a des entrepreneurs fantastiques partout. Mais on voit qu'il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Ce qui manque, c'est l'aide, les opportunités, le tissu local de banques, mais aussi des investisseurs en fonds propres. Rémi en parlera mieux que moi. Mais comment justement ce sommet qui se tient demain peut répondre aux demandes de cet entrepreneur congolais? Alors le président Macron, avec tous ses pairs, qui avait déjà tiré la sonnette d'alarme il y a 1 an, vous vous souvenez, en avril 2020, en disant qu'il fallait des réponses d'urgence. Là, il veut qu'on discute, qu'on ouvre un cycle vraiment sur le financement structurel des économies. Il y a 2 dimensions. Il y a une dimension macro-financière, je dirais, ça c'est vraiment le financement des États, la stabilité financière. Donc le FMI va expliquer. Et vous savez, on restructure de la dette, on émet des droits de tirage spéciaux, on crée des ressources nouvelles. Et puis dans le tirage spéciaux, DTS, poursuivez, mais on va devoir s'arrêter sur ce cycle parce que là, vous. Mais il y a un deuxième, j'insiste, dans l'organisation même du sommet. Demain, il y aura 2 sessions. Il y a une session macro-financière et il y a une session micro. Il y a une session qui s'adresse aux chefs d'entreprise et pour expliquer comment ces ressources vont arriver jusqu'à notre entrepreneur de Goma. Et là, il faut absolument faire confiance, renforcer les acteurs africains du financement de l'économie. C'est-à-dire ceux qui, in fine, vont arriver jusqu'à faire ce prêt de $8 000 à notre entrepreneur à Goma. Et ça suppose 2 choses. Ça suppose des institutions financières publiques. Donc là, moi, je viens vous exprimer l'ambition, la volonté des banques publiques de développement africaines, la Banque africaine de développement, toutes les autres, qui vont ensuite amener des ressources peu chères, des garanties, des instruments financiers aux banques commerciales qui, in fine, par capillarité, vont atteindre les entrepreneurs. Donc il faut renforcer les systèmes financiers et renforcer ensuite le tissu d'entreprise
africain. C'est ça l'objet du sommet. Et l'autre élément, c'est qu'en fait, les sommes, quand il s'agit de financer en fonds propres, sont sans commune mesure avec les sommes dont Rémi parle sur le plan macroéconomique. Ce n'est pas des sommes extraordinaires à mobiliser. Elles sont mobilisables. Et l'effet de retour, il ne peut pas y avoir de finances publiques saines sans entreprises prospères. Ce sont les entreprises qui créent la richesse d'abord et qui ensuite payent l'impôt. Donc tous les efforts qui sont dévoués à mobiliser les ressources intérieures, etc., sont nécessaires. Mais la réalité, c'est que les ressources internes ne seront mobilisables que si elles existent. Elles n'existeront que s'il y a des entreprises qui opèrent, qui créent des emplois, qui payent des taxes là-dessus et qui créent de la richesse. Et pourquoi Paris? Pourquoi pas l'avoir fait à Abuja, justement, dans une première économie africaine, ça? Je pense qu'il y aura d'autres rencontres. Ce n'est qu'un moment dans un processus. C'est très important et le président Macron a été, je dirais, à l'avant-garde de ce mouvement l'année dernière, comme l'a rappelé Rémi, mais c'est une coalition globale. Je vous pose la question, c'est pas simplement géographique oui. sur la question de la France-Afrique, mais c'est parce qu'il y a une nouvelle zone économique pour valoriser les échanges à l'intérieur, c'est le titre exact, qui a été lancé en début d'année. Et semble-t-il, les pays africains, ils ne veulent pas regarder uniquement vers l'extérieur, mais vers le territoire africain lui-même. Absolument, mais les deux sont liés. Moi, je m'époumonne à répéter que la clé de l'investissement étranger, c'est la réussite des entreprises domestiques. C'est la même chose. Okay. Donc travailler pour créer un environnement favorable pour ces entreprises domestiques, c'est ce qui amènera à terme l'investissement étranger de qualité. Parce que les investisseurs étrangers n'investiront simplement pas en dehors des industries extractives qui sont indifférentes au milieu du pays, n'investiront pas dans des pays où les entreprises locales natifs du pays sont incapables de réussir. Et pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui travaillent dans ce qu'on appelle l'économie informelle, ces métiers au fond invisibles, mais qui sont vitaux pour les sociétés en Afrique, est-ce que ça va être pris en compte demain au cours de ce sommet? Absolument. Cassim, moi je répète aussi qu'il n'y a aucune entreprise qui n'a pas été informelle un jour. Toute entreprise a commencé dans l'informel, soit Microsoft ou Netflix ou Google ou Apple. Ouais. Et ensuite, elle se développe. Donc il faut arrêter d'opposer les deux. Il faut en fait mettre en place des systèmes qui encouragent ces entreprises-là qui naissent dans l'informel à croître et à rentrer dans l'informel. Et le digital est au cœur de ça. Moi, je vois des exemples. Je travaille au Brésil, je travaille en Indonésie, de banques digitales qui ont été créées. Aujourd'hui, il y a 4 milliards d'êtres humains sur cette terre qui ont un smartphone. 4 milliards. Donc il n'y a plus d'obstacles technologiques à la mise en place de comptes en banque, d'applications qui leur permettent d'accéder à des services financiers. Et au Mexique, il y a la plupart des entreprises d'une ou deux personnes ont un compte en banque dans une banque de ce type qui fonctionne en digital. Et il n'y a aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas faire ça en Afrique. Alors, quelques chiffres tout de même. L'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants, 2500 $ de PIB par habitant. En 1986, il me semble que c'était 600 $ par habitant. On voit donc... C'est à peu près 600 milliards de dollars, 600 milliards et 2500 milliards. Je signale, l'Afrique, c'est l'Inde. C'est la population et la richesse de l'Inde, exactement. Qui est un pays du G20. C'est un pays du G20. On considère que c'est bien de faire des affaires en Inde. Il faut être en Inde, il faut être en Afrique. L'Indonésie, c'est 1 milliard c'est 1000 milliards de dollars qui attirent tous ces investissements. Oui. L'Afrique, c'est 2,5 fois l'Indonésie. 2,5 fois l'Indonésie. Et le potentiel est probablement encore plus élevé compte tenu de la croissance démographique, de la croissance endogène qui est là. Près de régler, entre guillemets, cette question de la dette, la question, on vous la pose. Faut-il l'alléger? On parle désormais de traitement de la dette. Quelle est la différence et quelle est votre position, vous, en tant que directeur général de l'Agence française de développement? Est-ce qu'il faut réduire les dettes africaines, les baisser? Alors, dans la dette africaine, il faut bien distinguer la dette publique, la dette des gouvernements, qui effectivement, dans un certain nombre de pays, est devenue insoutenable, excessive, notamment en raison du choc économique, les revenus du tourisme, les revenus des matières premières. Selon le FMI, la difficulté à faire rentrer un déficit de financement de 290 milliards de dollars d'ici 2023. Absolument. Donc il y a certains gouvernements qui sont trop endettés. Il y en a 3 qui ont demandé d'ailleurs un traitement de la dette. C'est le Tchad, l'Éthiopie, la Zambie. Et la communauté internationale est en train avec la Chine, d'ailleurs avec l'Arabie Saoudite, tout le monde est en train de regarder comment répondre à ces demandes. Mais il ne faut jamais oublier que l'Afrique, et notamment le secteur privé africain, n'est pas endetté. Donc l'Afrique, le privé en Afrique n'est pas assez endetté. Donc il faut trouver d'autres chemins de financement. Mais bien sûr, c'est le continent au monde qui porte le moins de dettes, quand on additionne le public et le privé. Donc il faut trouver d'autres chemins de financement, encore une fois les systèmes financiers, les banques commerciales, les banques publiques, pour atteindre les entrepreneurs, pour qu'ils puissent investir comme à Goma. La pression fiscale pèse avant tout sur le secteur formel. Donc on a le pire de deux mondes. On a une pression fiscale très forte en Afrique sur les entreprises formelles et quasiment inexistante sur l'informel, ce qui fait qu'au global, la pression fiscale au niveau international n'est pas très élevée en Afrique, 15 à 20% du PIB, ce qui est bas. Mais on a les inconvénients vraiment de cette situation. Il faut des impôts plus bas.
avec une assiette beaucoup plus large et que les États aient aussi les moyens de financer les services vitaux de santé, d'éducation et de servir leur dette extérieure. Et moi, le dernier point quand même sur lequel j'insisterai, j'ai atteint un certain âge maintenant, il faut vraiment que cette question soit résolue et qu'on ait une dette qui est soutenable. Parce qu'on ne peut pas, à chaque fois qu'il y a un choc, et des chocs, il y en aura d'autres, je ne vais pas les prédire, mais il y en aura d'autres, revenir à chaque fois, parce qu'on crée cette fatigue au niveau de la communauté internationale qui a l'impression que l'Afrique est en restructuration permanente. Ça chasse le secteur privé qui n'a pas confiance, parce qu'on se dit, dans les 10 prochaines années, la probabilité qu'il y ait une autre crise est de 100%. Et si à ce moment-là, moi, tout doit être mis en cause et on va me demander de remettre de la dette, etc. La question se pose aussi pour les États-Unis, pour l'Union européenne, sauf qu'eux peuvent se permettre de faire des plans de relance à hauteur de 2 000 milliards, 700 milliards. Exactement, des sommes absolument faramineuses. Donc il faut bien traiter le problème. C'est plus ça que je dis. Il faut le traiter et le traiter de façon un peu définitive. Quel poids de la Chine en lisant Le Monde ici même, là, tout à l'heure, je voyais que vous étiez plutôt positif sur la manière dont la Chine intervenait. C'est positif que la Chine soit venue dans ce je parle plus français, dans ce cadre commun, qui a été défini pour elle. C'est très positif parce que c'est un partenaire important de l'Afrique. Il faut aussi quand même voir, on ne parle que de la dette, mais il y a l'autre côté de la pièce, qui sont tous les investissements qui ont été réalisés avec cette dette. On ne parle pas assez. Et une raison pour laquelle la Chine est aussi présente, c'est qu'elle a aussi contribué très fortement au développement des infrastructures en Afrique dans les 20 dernières années. Donc le fait d'avoir maintenant autour de la table le Club de Paris, le G20, la Chine, ça garantit justement ce traitement durable que j'appelle de mes voeux, où en fait tout le monde est autour de la table. Et quand on fait un plan pour les 5-10 prochaines années pour le pays, il a une chance raisonnable de le mettre en œuvre avec succès. Juste sur cette question que vous avez évoquée tout à l'heure, les DTS, parce que visiblement il y en a de questions demain et c'est un point important. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le plus simplement possible, nous expliquer ce que c'est ? Alors le Fonds monétaire international a la capacité, il l'a fait à plusieurs reprises dans l'histoire, y compris dans la crise financière de 2008-2009, de créer finalement de la monnaie internationale qu'on peut ensuite échanger contre des dollars, de l'euro. Donc là, ce qui est en discussion, c'est la plus grosse émission de l'histoire, en fait 650 milliards de dollars de DTS, qui vont ensuite être répartis selon la quote-part dans le capital du FMI entre les États. Donc il y en a une trentaine de milliards qui vont aller aux États africains, automatiquement. Et la discussion demain lors du sommet, c'est est-ce que la France, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni pourraient reprêter, donner une partie des DTS. Mais il nous reste juste 30 secondes. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Parce que quand on voit ce qui s'est passé avec la Grèce et l'Argentine, certains qui nous regardent en Afrique... Là, il s'agit de reprêter les surplus. Il faut penser au DTS comme à une monnaie de plus. Des euros, des dollars, des yens, c'est la même chose. Et donc, il s'agit de prendre cet argent, et il y a beaucoup de pays qui en ont reçu là et qui n'en ont pas du tout besoin, et donc d'organiser une remise, un transfert vers les pays qui en ont trop, des pays qui en ont trop vers les pays qui ont besoin d'argent. Merci beaucoup Tidjane Thiam, et merci à vous Rémi Rioux d'avoir participé à cette page donc consacrée à ce